Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette masterclass, je vous laisse me dire dans le chat, enfin me confirmer que vous m'entendez bien, parce que ça c'est la petite feinte qui peut arriver. Ça m'est déjà arrivé pour la petite anecdote de faire une intro de 2 minutes, en fait, personne, ne m'entendait, donc je vais essayer de ne pas réitérer cette expérience avec vous. Donc si vous pouvez me mettre dans le chat, que vous m'entendez bien, c'est top. Voilà, il y a toujours un petit délai entre le moment où je parle et que vous m'entendez. OK, super. Merci Marco. Super, donc aujourd'hui, je suis très heureux de vous proposer une masterclass sur le sujet que personnellement je kiffe, qui est la préparation mentale. On sort de la technique du swing, des drills de perf, pour parler d'un sujet tout aussi fondamental pour progresser, la préparation mentale. Donc pour cela, on va accueillir Guillaume Gazo, qui est préparateur mental et passionné de golf, et aussi très bon joueur de golf. Il accompagne des sportifs amateurs et pros avec une majorité de golfeurs et de golfeuses, avec une conviction simple, le mental ça se travaille, comme un chip et comme un pote de 2 mètres. Donc je vous propose d'accueillir Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Bonsoir, très bien, et toi? Super. Bah, écoute, merci, d'être avec nous ce soir, pour partager, énormément de choses ultra intéressantes. J'ai super hâte. Est-ce que pour commencer, je vais te laisser, écoute, te présenter et puis, enchaîner sur la presse. Petite, règle que j'ai omis, avant de commencer, je vais ouvrir une section, où vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Guillaume. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la masterclass, et quand ça matchera avec le sujet que Guillaume est en train d'aborder, il y répondra. Et si jamais il y a des questions, qui n'ont pas été traitées durant la masterclass, Guillaume y répondra à la fin. Il y a un temps qui est prévu pour, donc restez bien. Voilà, je vous souhaite une très bonne masterclass. Et puis Guillaume, bah, je vais te laisser la main. Moi, je reste là si besoin. Bonsoir à tous, merci d'assister à cette masterclass. Comme a dit Paul, voilà, donc je m'appelle Guillaume Gazo, je suis préparateur mental maintenant depuis quelques années. Je fais également pas mal de golf et de compétition à côté. Voilà, ce soir je suis ici pour vous parler préparation mentale. Je suis là un peu dans mes objectifs pour démocratiser, j'ai envie de dire, un peu cette préparation mentale qui manque encore de pub, j'ai envie de dire, auprès des sportifs et des golfeurs chez nous en France. Donc l'idée, voilà, c'est de vous partager quelques outils. J'ai pas envie de vous ennuyer en cette fin de journée avec des théories à n'en plus finir. Donc je vais essayer de faire court pour la théorie avec des exemples concrets et puis de vous donner quelques outils. Et à la fin, on pourra faire quelques exercices ensemble normalement. Voilà. Je sais pas si Paul doit reprendre la main un moment. D'ailleurs, super. Euh, Bah, écoute, merci pour la présentation. Si tu veux, je peux te laisser enchaîner avec ta petite presse et la masterclass, si ça te va. D'accord, très bien, très bien. Bon, bah allez, Ok, on peut commencer pas de là-dessus. souci. Voilà. Et pour tout le monde, du coup, le chat est fermé pour qu'on puisse bien organiser les questions durant le temps de la masterclass sur la partie questions-réponses. Voilà. Allez, très bien, on peut commencer. Alors, comme je vous ai dit, je suis assez heureux et reconnaissant de pouvoir faire cette masterclass ce soir. C'est pour moi une occasion encore une fois de plus de partager la préparation mentale au sein de golfeurs, voilà, donc en plus au sein d'un sport que j'apprécie énormément et que je pratique. Euh, Tac. Donc voilà, pour mon parcours en tant que joueur, donc pour vous parler un peu de moi, j'ai commencé le golf début 2019. Voilà, donc on m'a présenté ça complètement au hasard. J'avais 19 ans, première année de fac. Je suis tombé complètement amoureux de ça. On m'a emmené au practice et j'ai accroché. Je suis revenu sans cesse. Voilà, donc ce qui m'a permis en fait au bout de 6 mois de faire ma première compétition. Donc là, c'était une compétition sur un 9 trous. Et progressivement en 3 ans de descendre 1,8 d'index. Donc là, les premiers Grands Prix sont arrivés, j'ai fait quelques top 10, quelques top 20, un top 3.
Je me suis retrouvé plusieurs fois en position de top 3 après le premier et le deuxième jour, sans gagner encore pour l'instant de premier Grand Prix. Ma passion, ça a toujours été la psychologie et la performance. Donc en fait, ça m'a donné envie de me mesurer à plus grand, à plus fort que moi, donc aux joueurs professionnels. Ma cinquième année de golf m'a permis de participer aux qualifications du Pro Golf Tour, donc du circuit professionnel de troisième division donc européenne, euh, que- qualification que je n'ai pas eu. Voilà, ce qui m'a permis, bon, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai également participé lors de ma sixième année. Donc là, c'était il y a maintenant 6 mois. Donc en grattant quelques places cette fois-ci. Voilà, toujours autant de plaisir, beaucoup d'apprentissage lors de ces tournois, autant pour ma pratique que pour mon métier, ce qui me permet en fait de vivre pleinement ce que vivent également les joueurs. Donc, et de vivre vraiment ma passion, voilà, que ce soit au niveau du jeu ou au niveau de ma profession de préparateur mental. Au niveau de, pour continuer un peu, pour vous parler de mon parcours, j'ai jamais été trop tourné vers la technique. Étant passionné de psychologie et comme le dit Bob Rotella, une mauvaise pensée entraîne un mauvais swing, donc je suis toujours parti de ce principe. J'ai pris très peu de cours en ces 5-6 ans, ça doit être une vingtaine de cours. J'ai toujours misé sur, en fait, au final, sur mes acquis, sur les connaissances que j'avais, donc ce qui m'a permis de travailler ces aspects mentaux à côté de quand même un peu de technique et un peu de practice, tout ça, hein, sans problème. Et j'ai même été suivi par un préparateur mental pendant 2 ans, donc ces 2 dernières années, parce que même si on est préparateur mental, on n'a pas forcément assez de recul pour se voir en compétition, quand on est dans un flux d'émotions, on ne peut pas forcément tout voir et tout analyser, donc on n'est pas des robots. Donc une fois de plus, j'ai pu gagner en connaissance sur ce sujet-là. Là, aujourd'hui, pour passer un step, il va falloir plus que ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai entrepris un travail plus profond techniquement parlant depuis maintenant quelques mois. C'est aussi pour ça que ce début d'année là est un peu compliqué. Ça bouscule un peu mes habitudes. Euh, le côté stratégique et physique est également complètement développé. Alors, même si je l'ai toujours travaillé, là, il faut le développer encore plus. Et vraiment, dans le haut niveau, là, maintenant, tout prend son sens et on ne peut plus se contenter d'un seul curseur, il faut vraiment tout améliorer. Après, là, pour des golfeurs amateurs, donc 10, 15, 20 index, là, j'ai un autre discours par contre. C'est assez différent. Le golf, c'est un jeu qui se joue très tard en termes d'âge. Avec l'âge également avance le physique qui se réduit. Les capacités deviennent un peu moins mobiles. Donc il faut compenser par plusieurs choses. Voilà, donc c'est à mon sens maintenant qu'il faut commencer à se pencher sur la stratégie. Là, à ce niveau-là, il y a des points à gagner, même si la technique ne peut plus être optimale, le physique non plus. On peut quand même bien réfléchir sur un parcours de golf et limiter les erreurs. Et puis le côté mental qui demande au final très peu de ressources à travailler et qui est, quand c'est bien orienté, assez simple à faire. Donc pour moi, voilà, maintenant le golfeur amateur peut largement travailler son mental et doit le travailler, voilà, pour compenser justement ce côté un peu technique qui va devenir un peu plus difficile. Voilà. Donc pourquoi je me suis intéressé à la préparation mentale. Donc voilà, mon expérience avec le mental. Pourquoi je me suis intéressé à la préparation mentale? Comme je vous l'ai dit, ça a toujours été une passion. Dès la sortie du lycée, sans connaître le golf ni rien, je me suis directement lancé dans des études de psychologie. Donc là, j'ai rencontré le golf entre-temps, donc la première année. J'ai terminé le cursus de la licence, voilà, à la base en voulant être psychologue. Et finalement, je me suis rendu compte que le psychologue réglait surtout les maladies qui venaient intervenir en fait sur la performance. Et ce qui me plaisait réellement, c'était d'intervenir dans la performance euh, directement. Donc là-dessus, après ma licence, je suis directement parti en STAPS pour faire un DU. Un DU de préparation mentale appliqué à la performance sportive directement. Donc là, extrêmement précis, c'était vraiment ma passion. Donc bon, je me suis régalé bien évidemment pendant ces années d'études.
Ça m'a permis de participer, de faire de sacrés stages, voilà, de super stages qui m'ont permis au Krebs de Montpellier de rencontrer des athlètes de l'équipe de France de breaking, des athlètes de l'équipe de France de para-judo et de para-canoë, donc des personnes qui ont participé aux Jeux paralympiques et même aux Jeux olympiques pour le breaking. Ça a été extrêmement enrichissant. Ça a été également, ça a été également super en fait au niveau des cours. On a eu beaucoup d'intervenants qui venaient de partout en France sur énormément de sujets. Ça a été vraiment très enrichissant. À savoir qu'il n'y a que 5 universités en France qui proposent ce cursus-là. Donc encore très peu. C'est le plus haut cursus, on va dire, en préparation mentale qu'on peut faire en France. C'est un métier qui n'est pas encore réglementé, donc tout le monde peut s'autoproclamer préparateur mental, ce qui est un peu bon, voilà, à prendre avec des pincettes, voilà, sachant que en ligne, on peut trouver des formations qui durent 2 semaines et nous certifier préparateur mental, ce qui malheureusement n'apporte pas les mêmes connaissances que plusieurs années d'études universitaires. Voilà. Donc, ce que j'essaie de transmettre, principalement, ce que je veux transmettre, c'est que voilà, un bon swing ne suffit pas si votre tête n'est pas alignée. Donc, principalement, ce que je vise, avec mes patients, c'est le plaisir et la confiance. Pour moi, c'est l'essentiel. Ça fera toujours la différence. Au même niveau, un joueur qui prend du plaisir et qui a confiance, comme quand on termine une partie et que tout s'est bien passé, qu'on n'a pas eu peur, que tout était totalement fluide, c'est cet état de flow là qu'il faut rechercher et ça passe par là. Voilà. Et en tant que préparateur mental, mon rôle également est de vous rendre vraiment autonome. L'idée, c'est pas que vous soyez dépendant de moi, c'est vraiment que vous ayez des clés pour travailler de votre côté et vous développer. Voilà. Au niveau de la préparation mentale. Donc, comme je vous l'ai dit ce soir, ma mission, on va dire, c'est de vous sensibiliser à la préparation mentale et de vous donner quelques outils. Je dis bien sensibiliser parce que au quotidien, je rencontre des structures sportives, donc multisport, hein, je fais pas que du golf, qui en fait, je rencontre des structures qui en fait, en 2025, ne savent pas encore exactement ce que c'est la préparation mentale, sachant qu'on parle de structures sportives et des fois même de ses dirigeants, de personnes qui vont même jusqu'à ne pas trouver d'utilité à ça. Voilà. Donc, alors que c'est largement développé depuis des dizaines d'années dans d'autres cultures sportives, j'ai envie de dire. Pour la préparation mentale, voilà, donc on va faire ça bref, hein, je ne vais pas vous embêter 10 ans avec des définitions. Mais la préparation mentale, voilà, donc c'est un entraînement, comme je vous disais juste avant. Alors nous, notre principe de base, c'est de faire de vous un meilleur humain. Voilà. Tous les habilités mentales donc, et cognitives. Donc qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est donc plein de petits curseurs que vous avez déjà en vous, voilà, qui méritent juste d'être améliorés, voilà, et qui attendent que ça. Pour optimiser voilà, vos performances personnelles dans votre sport, donc là en l'occurrence dans le golf. Quand j'entends habilité mentale, donc pour faire court, il y a 3 types d'habilités, donc les habilités de base, les habilités psychosomatiques et les habilités cognitives. Donc on va retrouver pour les habilités de base votre capacité à vous fixer des objectifs, votre engagement dans la pratique, votre confiance en vous. Pour les psychosomatiques, on aura votre réaction au stress, votre capacité à faire face à la peur, donc le contrôle de la peur, la relaxation et l'activation, donc là qui vont servir autant sur le parcours avant, après et pendant, voilà. Et les habilités cognitives, donc là on est sur votre capacité à vous concentrer, à vous reconcentrer, votre capacité à avoir de l'imagerie mentale, une bonne capacité à créer dans votre tête des images, la pratique mentale et la préparation à la compétition. Donc là, voilà pour les habilités mentales. Moi, de mon côté, mon travail, c'est dans un premier temps de vous évaluer là-dessus. Donc là, on a des questionnaires exprès donc, pour déterminer à quel niveau vous êtes sur chacun de ces points-là. Et ensuite, on peut commencer un travail à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment le basique. Après, par exemple, au niveau du golf, donc là, on va passer après bien évidemment sur du spécifique. Là, ça reste de la prépa mentale. Voilà, vous rendre un meilleur humain pour vous rendre un meilleur golfeur. Donc on va passer
sur des choses beaucoup plus spécifiques à la pratique, comme je vous disais. Donc ça va être vos routines, donc vos routines avant une partie, pendant une partie, après une partie. Ça va être vos routines avant votre coup, pendant votre coup, mais également après votre coup. Ce qui va être assez important. Voilà, on va parler de la gestion de vos émotions également. Donc là, on rejoint un peu les réactions au stress, le contrôle de la peur, tout ça. Donc finalement, on rejoint un peu les habilités, votre énergie, votre concentration. Vous voyez, c'est des choses qui reviennent souvent sur le parcours. On dit il faut être concentré, il faut garder son niveau d'énergie. Et en fait, tout ça se trouve déjà en vous, voilà. Donc, à travers ces habilités, voilà. Nous, comment on fait au niveau de ces habilités, sur quoi on travaille pour les développer? Euh, on agit sur quoi pour améliorer ça? On va agir sur votre discours interne, qui a une importance énorme. On va agir sur voilà, donc vos routines pas qu'au golf. Là, ça va être vos routines de tous les jours, ce que vous faites au quotidien. Donc forcément, je suis obligé de le prendre en compte quand on part sur de la fixation de l'objectif, par exemple, sur vos objectifs, il faut bien évidemment prendre en compte si vous avez une vie de famille, si vous avez un boulot prenant. Dans tous les cas, on peut s'arranger autour de ça. On va travailler sur votre motivation, sur votre confiance en soi, donc affirmation, affirmation, parce que ça va passer également par là. Votre concentration, la gestion de votre stress, et sur votre imagerie mentale, qui aura aussi forcément en visualisation, si vous préférez, qui va avoir un impact énorme. Autour de ça, moi j'ai plein d'exercices après, pour vous faire travailler tous ces petits points-là. Donc en séance, comment ça se passe? Je veux aborder ce point parce que je rencontre beaucoup de golfeurs au quotidien sur le parcours qui en fait me posent cette question-là, comment ça se passe réellement en séance en fait. Donc j'imagine que c'est peut-être votre cas, vous vous posez peut-être la question. En séance, premièrement, il y a toujours un temps où on va parler de vous, on va parler de votre golf, de votre personnalité, de qui vous êtes, tout simplement. On va essayer de déterminer voilà, vos blocages, quelles émotions vous rencontrez pendant le jeu, euh, vos pensées. Je vais essayer de voir comment vous fonctionnez pour un peu comprendre votre personnalité, savoir quelles sont vos préférences pour personnaliser au mieux votre suivi. Donc il est là aussi le travail du préparateur mental, il est de complètement personnaliser votre suivi et vos compétences par rapport à ce qui le retire des échanges. Donc ça va être par exemple au golf pour vos routines, ce n'est pas juste une routine, ça va être poussé par rapport à vos préférences, que ce soit physique et mentale. Voilà. Donc après, ensuite, on va déterminer vos besoins. Je bois un peu parce que à force de parler, ça va vite atteindre ma gorge. On va étudier, donc on va améliorer vos besoins, on va déterminer ça par rapport à vos résultats, ce que vous voulez. Je vais vous aider à fixer un plan pour la suite, tout simplement. Donc vous allez repartir avec des outils concrets, des débriefs en fait, tout simplement, qui pourront être, pour mon cas en tout cas, imprimés, surlignés, tout ça, pour avoir un suivi au quotidien. Le travail après sera aussi à faire de votre côté. Et ça peut être en visio ou en présentiel. Voilà, j'ai beaucoup de golfeurs en visio. Je fais beaucoup de tournois, donc je voyage beaucoup, donc je rencontre énormément de monde sur les tournois. Donc là, les visios fonctionnent très bien, sachant que je bouge également. Ça permet de rencontrer les gens, même que des fois j'ai en visio une, deux, trois fois. Peut-être que la quatrième fois, ça sera un parcours sur une zone où je me déplace. Bref, tout est un peu possible à ce niveau-là. Voilà, voilà. Donc voilà un peu pour la présentation, pour la préparation mentale, pour, euh, voilà, pour ces séances. Vous savez un peu plus comment ça se passe. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Voilà, c'était aussi mon objectif, comme je vous l'ai dit ce soir, de vous sensibiliser un peu plus à ça et que vous puissiez également, de votre côté, en parler. Sensibiliser également les autres. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, de préparation mentale, tout comme la préparation physique au final et qui est accessible. Donc, voilà, je compte sur vous pour passer le message. Voilà. De mon côté, vous aurez probablement à la suite de cette masterclass ou par mail plus tard le lien de mon site où vous verrez où vous avez mon numéro, mon mail. Si vous voulez m'écrire, si vous avez des questions ou pour prendre rendez-vous pour du coaching, il n'y a pas de souci. Si je ne réponds pas, vous pouvez m'envoyer un SMS. Voilà, il y a pas de souci. Petite parenthèse également, je vous en parlerai un peu plus à la fin. À l'occasion de cette masterclass, je sors aujourd'hui
un e-book, voilà, qui parle du perfectionnisme et qui donne des clés pour les golfeurs, afin de passer au-dessus de ça et de s'améliorer. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet là tout de suite. Vous aurez le lien un peu plus tard. Tout est inscrit sur la page de présentation. Là aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de donner des clés et d'expliquer la théorie, un peu de théorie et donner des clés et de faire des exercices avec vous pour les gens qui sont venus ce soir. C'est pas de vous parler de mon e-book pendant 2 heures. Donc à ce niveau-là, voilà, vous aurez tout ce qu'il faut à la suite avec tout ce qu'il faut, voilà, comme je viens de le dire. Donc commençons. L'impact du mental sur les performances. Donc là, on va rentrer sur un côté un peu plus théorique. J'ai pris l'initiative de prendre un exemple d'un joueur qu'on connaît tous, qui a remporté un grand tournoi il n'y a pas si longtemps que ça, pour vous parler un peu de théorie. Voilà. Je vais dynamiser un peu les choses pour que ce soit pas trop ennuyeux. Euh, je veux bien sûr parler de Rory McIlroy, voilà, qui vient de gagner son premier master, voilà, après énormément de tentatives à Augusta. Donc là, je sais que je prends exemple d'un des meilleurs joueurs du monde. L'idée, ce n'est pas du tout de vous comparer à lui, c'est pas du tout que je vous compare à lui non plus. C'est vraiment de voir l'impact que le mental peut avoir sur un joueur qui, même avec en fait un développement physique, stratégique, technique poussé à son maximum. J'ai pris Rory en particulier parce qu'il a quand même un sacré swing, on peut le dire, et un sacré physique également. Voilà, le mental peut vraiment venir perturber en fait ces moments-là, même si on est au top à cet endroit-là. Donc, je vous laisse un peu imaginer pour les amateurs également. Donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Notre petit Rory, voilà, qui a atteint après le premier jour, après le trou 14, un score de -4 et qui enchaîne sur deux doubles bogeys. Je pense que c'est un des exemples les plus flagrants de ce qui peut arriver. Dans les interviews juste après, là encore une fois, Rory, c'est pas non plus trop étalé. C'est un peu étalé, mais c'est un peu compliqué d'avoir une vraie analyse derrière. Sachant que pour lui, je me fais pas de soucis vu qu'il est suivi par Bob Rotella, donc ils ont dû mettre en place tout ce qu'il fallait. Il a quand même décrit cette journée comme, je cite, l'une des plus difficiles de sa carrière. Il a évoqué des jambes tremblantes et une perte d'appétit. Et il a également admis avoir ressenti une pression interne, déclarant, je cite, c'était 14 ans d'émotions refoulées. Donc là, on peut voir que pendant ce master et ces montagnes russes, le mental y a forcément joué pour quelque chose. Il a subi d'énormes pressions et il a su les gérer vu qu'il a fini par gagner. Donc, ce qui montre une fois de plus que c'est un excellent joueur, mais qui a été sensible quand même à cette instabilité que la pression lui a fait subir. Voilà. Donc, mon idée ici, c'est un peu de vulgariser, on va dire, ce qui peut arriver sur le mental par rapport à Rory. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans la tête de Rory. Mais j'ai pris des petits cas qui arrivent très souvent, des choses qui sont probablement arrivées à Rory à ce moment-là, pour vous expliquer un peu comment ça peut venir influencer dans vos parties. Ce sont des choses qui arrivent également à tous les amateurs. On va passer déjà premièrement une pression excessive. Là pour le coup on est quasiment sûr qu'il l'a vécu vu qu'il l'a dit. Mais la pression excessive c'est un peu votre coup de départ au numéro 1. C'est quand vous arrivez, si vous faites un peu de compétition, vous l'avez déjà, je pense, ressenti au moins une fois dans votre vie. Les jambes qui tremblent, les mains qui tremblent, d'autres facteurs physiologiques. Là, c'est sûr que le coup de départ du numéro 1, beaucoup de personnes l'ont déjà vécu, et je pense que vous l'avez même vécu hors compétition. Ce que dit Rory, c'est les jambes tremblantes, tout ça, avec un aussi haut niveau de pression, c'est un peu comme si, à son niveau, là, sur plusieurs coups, voire plusieurs trous sur la partie, vous vous retrouvez à taper à chaque fois le coup du départ du numéro 1, en fait. C'est un peu à ce niveau-là. Donc, c'est quand même assez énorme et ça a pu influencer, du coup, forcément sa coordination, sa prise de décision.
il devait avoir un taux d'adrénaline et de cortisol, donc par rapport au stress qui était vraiment élevé, ce qui a dû contracter ses muscles. Euh, j'ai vu que Trackman avait montré que sa vitesse de swing avait été inchangée, mais que sa dispersion latérale avait doublé. Donc, ce qui est quand même assez impressionnant. Ce qu'on peut retrouver également, c'est une perte de lucidité. Donc là, le responsable, c'est votre cortex on bâcle un peu un coup. On vient de faire un mauvais coup, on enchaîne, on est un peu dans le flou, on arrive à la. En fait, on arrive, on fait. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai joué ça en fait? En fait, il fallait jouer ça. Ça nous pousse dans les extrêmes en fait, tout simplement parce que ça vient inhiber et temporairement désactiver cette petite partie du cerveau en fait qui fait entraîner des ayeux plus prudents. On allait se faire un gros fer 5 en banane derrière un arbre. Enfin, c'est alors que non, un petit lay-up, on accepte le bogey, on continue. Voilà. Mais ça c'est logique, mais sur le moment on le voit pas. Donc la perte de lucidité, très courant également. Les ruminations. Donc là, forcément, quand moi j'entends Rory, j'y pense forcément. Après autant d'années d'échecs à ce tournoi-là, il a dû avoir des pensées négatives. Ça a dû l'attaquer en permanence. Les souvenirs du passé, là, ça a dû être assez terrible. Et au final, là, le problème, c'est que l'œil n'est plus sur la cible et l'œil est sur l'histoire en fait. Il est sur le passé et là, on peut sortir du jeu. On peut vraiment sortir du jeu. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. C'est ce qui peut se passer avec votre confiance et votre discours interne. Je reviendrai un peu plus tard là-dessus. Et ensuite, on peut retrouver l'auto-sabotage et la peur de l'échec en fait. Donc là, c'est quelque chose qui est également extrêmement courant. Ça peut conduire en fait également, avec la perte de lucidité, à des comportements qui vont aller vers les extrêmes. Voilà, la peur de l'échec, ça peut être une peur vraiment qui nous fait en fait être trop jouer trop la sécurité. Voilà, avoir des hésitations complètement excessives, ou alors à des moments, ben, allez, vouloir, ça va déclencher des choses comme vouloir rattraper certains coups, des choses comme ça, et en fait faire des actions dans l'autre extrême qui sont une prise de risque énorme. Voilà, donc également un énorme dérèglement. Voilà, donc je vous parle un peu de ces quatre petites choses. Vous pouvez peut-être vous reconnaître là-dedans. C'est des choses qui arrivent très souvent. Voilà, c'est un peu ce que j'ai remarqué, voilà, de Rory, un peu de ce que j'ai pu lire et tout ça. C'est pour vous montrer que ça arrive également chez les pros. Donc je vous laisse imaginer chez nous. C'est quelque chose qui peut également se travailler. Voilà, on n'a pas les mêmes pressions que Rory aussi. Donc n'ayant pas les mêmes pressions, on est quand même dans une mesure plus ou moins gérable. Donc autant passer en privé. Voilà. Alors pourquoi la technique seule ne suffit pas? Il y a plusieurs choses en fait. Donc je ne crache pas du tout sur la technique, c'est complètement essentiel, comme je vais vous le dire. Il y a un premier biais, donc je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Patrice également en a parlé dans la dernière masterclass. Il y a un biais envers la technique pour les amateurs. Les amateurs, souvent, j'entends des gens dire: ah, j'ai vu que Rory montait le club comme ça, alors j'essaie de monter le club comme ça. On parle de gens qui travaillent leur swing et leur corps et leur mental depuis des dizaines d'années, qui s'entraînent tous les jours, qui sont suivis tous les jours par des personnes, des excellents coachs, que ce soit physique, des coachs mentaux et des coachs techniques. C'est vraiment la crème de la crème et des gens qui ont poussé ça à l'extrême. Le golfeur amateur ne peut pas se retrouver avec un swing similaire, et même s'il arrivait à s'y retrouver, même en ayant un très bon swing, il faudrait qu'il puisse s'entraîner tous les jours, plusieurs heures, avec une excellente préparation physique, pour pouvoir tenir ça en fait, pour pouvoir que ce simple swing arrive à créer des balles droites. Mais même en disant ça, en fait, c'est impossible qu'il n'y ait que le swing en fait qui rentre en compte, que la technique. Et ça, il n'y a pas. Et ça là-dessus, en fait, on peut pas se baser que là-dessus, en fait. Voilà. Il y a forcément quelque chose qui rentre en compte. Quand vous arrivez au trou numéro un, combien de fois après un cours, après avoir bossé une heure, votre montée de club, tout ça, vous arrivez au trou du départ, du trou numéro un, et ça part en gros slice comme avant, en fait.
parce qu'il n'y a pas que ça. Par contre, le mental peut vous aider, techniquement parlant, à vous développer. Ça peut être quelque chose qui va être mis en place avant vos séances techniques pour préparer votre terrain à venir ancrer dans votre cerveau plus facilement les choses. Ça peut être des petits exercices à ce niveau-là. Euh, c'est comme... ouais, non, ça peut être des petits exercices voilà, à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est vraiment complémentaire pour ce côté-là. Et ensuite, donc bien évidemment, euh, sur le parcours, là je parle du trou numéro un, mais quand vous allez avancer dans votre partie, que la fatigue va arriver, que, que tout va s'ajouter, ça peut pas être qu'une question de technique. Voilà. Il va falloir mettre en place une gestion de votre concentration, de votre énergie mentale. Il va falloir en fait que votre mental vienne soutenir cette technique. Donc voilà, c'est dans ce sens où je ne viens pas cracher dessus, c'est dans le sens où je dis que le mental est vraiment un support et une aide pour porter votre jeu en fait, tout simplement. Le swing parfait en fait, c'est un programme et le cerveau, bah, c'est votre système d'exploitation tout simplement. Et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, forcément, ça ne va pas marcher. Une voiture avec euh, un moteur mais sans les roues, ça fait beaucoup de bruit mais ça avance pas très loin, quoi. Donc voilà. Ce que j'ai mis en place ce soir maintenant pour vous aider concrètement, voilà, c'est fini un peu pour le côté, j'ai envie de dire théorique sans être théorique. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de ce soir de tout déballer. C'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous repartiez avec des petites clés. Donc c'est ce qu'on va mettre un peu en place maintenant. Je me suis un peu basé sur ce que je sais donc de la préparation mentale du golf, de ce que je rencontre chez mes patients golfeurs. Donc là maintenant, je vous ai sorti quelques piliers pour avoir un mental solide, des choses que vous pouvez mettre en place rapidement dès demain pour déjà commencer à vous améliorer. Ça ne marchera pas en une fois, vous allez devoir le travailler sur le long terme. C'est comme la préparation physique. Quand vous allez gagner en force, vous allez à la salle de musculation. Si vous faites une séance de haut du corps, ça ne suffira pas. Il faut y retourner toutes les semaines. Là, c'est pareil avec la préparation mentale. Donc, de votre côté, il faut savoir qu'en plus de vos habilités mentales que vous pouvez développer, et peut-être même débloquer, parce que c'est pas forcément tout le monde qui est au courant de tout ça, vous avez quand même quelques leviers externes où vous pouvez agir. Voilà. Pour améliorer ce genre de situation dont on a parlé juste avant. Ce sont des situations dont on a parlé juste avant que vous avez probablement rencontrées. Vous pouvez utiliser les prochaines petites techniques et outils que je vais vous donner pour pouvoir passer au-dessus de tout ça. Le premier, ça, c'est le truc numéro un que je vois tout le temps, en permanence. Bon, comme vous en doutez, je joue beaucoup au golf, donc je joue beaucoup avec des amateurs de tout niveau, toute la semaine. Et ce qui me fait, enfin, ce que je remarque le plus, en fait, c'est directement après un mauvais coup, un coup moyen, et après un bon coup également, c'est le golfeur en fait qui va se critiquer, qui va juste après une erreur, euh, va complètement, même jusqu'à s'insulter ou même s'énerver, euh, et après un bon coup va rester très silencieux. Voilà, c'est vraiment le stéréotype qu'il faut éviter. C'est directement relié à votre confiance en vous, vous en rendez pas forcément compte, mais le discours interne, donc là je vous parlais du discours interne tout à l'heure, le discours interne que vous allez avoir à ce moment-là va être vraiment déterminant pour votre confiance. Je vais prendre un exemple. Tous les bons moments que vous avez vécus dans votre vie et tous les mauvais, vous vous en souvenez normalement très bien. C'est des moments où vous avez eu des émotions très fortes, que ce soit positives ou négatives. Et le cerveau est super parce qu'il garde beaucoup plus en mémoire les choses qui se passent lorsqu'on a des émotions extrêmes. Donc, si après chaque coup, au moins une fois par trou, 3 fois par semaine, vous êtes très énervé et vous vous insultez d'abruti, malheureusement, vous ancrez que vous êtes ta. Voilà. Donc ça vient directement jouer sur votre confiance. On s'en rend pas forcément compte. Donc là, le premier truc que je vous invite à faire,
c'est toujours d'avoir en tête qu'il faut réagir de façon neutre ou positive après votre coup, quel que soit le coup. Vraiment, c'est après tous les coups, que ce soit les bons ou les très 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 mauvais. Pour ça, vous pouvez déjà mettre en place quelque chose de très simple. Il faut le noter, il faut en avoir conscience, il faut qu'avant vos parties, vous vous disiez: OK, aujourd'hui, je vais faire attention à ça. Je sais que j'ai mes 2 petits points à surveiller, c'est ma réaction après mes coups. Voilà. Il faut que vous en ayez conscience pour pouvoir le faire, pas qu'une fois. Si vous me le faites au trou numéro 1, au coup numéro 1, au trou numéro 4, au troisième coup du trou numéro 4 et au troisième coup du trou numéro 12, et que vous me faites ça le lundi et que vous le refaites le mercredi d'après, c'est pas bon en fait, ça va pas marcher. Donc c'est quelque chose, il faut en abuser. Quand vous allez en abuser, vous allez également améliorer votre concentration parce que vous aurez eu quelque chose sur quoi vous concentrer pendant des trous et vous allez voir que c'est, ça va être assez bénéfique pour vous. Donc voilà, concrètement, dès que vous ratez un coup, ce que vous allez faire, c'est tout simplement respirer. Vous allez prendre 4 secondes pour inspirer, donc 1, 2, 3, 4. Vous bloquez pendant 4 secondes votre respiration, et ensuite, vous expirez pendant 6 secondes. Vous faites ça une, deux, trois fois, mais vraiment avec l'idée, par contre, de vous apaiser. Comme si toute votre énergie négative devait vraiment couler le long de votre corps et sortir de votre corps. Et ensuite, il faut vraiment avoir un point clé, un petit mot à se dire, quelque chose pour s'encourager. Donc là, un petit mot comme c'est fait, maintenant on passe au suivant. Moi, pour mon cas, ce que je fais avec cet exercice, que maintenant je fais depuis des mois et des mois, et maintenant c'est ancré, mais en fait, je me dis tout simplement quelque chose comme ça, en fait, pour passer vers la suite. Je me dis c'est fait, au suivant. Et là, maintenant je le sais, c'est ancré. C'est ça, ou alors je vais alterner avec neutre ou positif. Ça marche bien en général. Je l'ai eu pendant un moment celui-là. Juste se répéter neutre ou positif après son coup. Et là, en fait, à force de répétition, vous allez avoir ce déclic, cette petite respiration en fait qui vous détendez par ancrage. En fait, juste le fait de se dire neutre ou positif, vous allez dire ah oui, c'est vrai, je dois réagir comme ça. Allez, c'est bon, on passe au suivant. Vous allez voir, ça doit être conditionné, ça doit être travaillé par contre. Voilà pour le recentrage après erreur, la première erreur que je vois constamment. Voilà. Au niveau de la deuxième, c'est la clarté mentale avant le coup. Alors là, c'est le deuxième truc le plus flagrant que je vois à chaque fois. C'est alors je me permets maintenant de le faire en partie. Je demande, dès que je vois un coéquipier, quelqu'un qui rate un coup, je lui dis tout simplement où est-ce que tu visais? Et là, 90% du temps, la personne me dit bah, je sais pas, vers là-bas, aucun point précis. Ou alors ça va être ah oui, mais là, j'essaie de régler ça et tout. Alors la personne du coup s'est permis de régler un truc sur le parcours et la personne s'est également énervée après avoir raté son coup. Donc en fait ça fait le doublon de ce que je vous disais juste avant et malheureusement c'est vraiment courant. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Alors je vous critique absolument pas, hein. J'ai l'impression un peu de faire la morale à tout le monde, ce qui n'est pas le cas. Je veux vraiment vous aider sur ce coup-là parce que ça vient ruiner votre jeu tout simplement. Avoir de la clarté mentale avant votre coup et systématiquement vouloir déposer votre balle à un endroit, c'est vraiment une base. C'est vraiment une base en fait. Et sans ça, et on parle de préparation mentale, on dit des fois c'est que pour le haut niveau, certains me disent c'est que pour les pros, tout ça. Mais en fait, ça commence par là, et ça commence par ces petits exercices. Et en fait, la seule différence entre l'amateur et le professionnel, c'est que le professionnel, en fait, il fait ça depuis 10 ans. Et en fait, quand il arrive devant une balle, ça arrive jamais. Qui... Et quand ça arrive, c'est la fois où il rate. Voilà. Donc ça n'arrive jamais en fait qu'il sache pas où il va amener sa balle. Donc en fait, c'est là maintenant, et vous pouvez le mettre en place en fait. Pour faire simple, voilà, quelques points à surveiller. Je vais vous parler un peu de routine tout à l'heure, donc on va revenir un peu dessus de toute façon. Pour faire simple, voilà, vous arrivez, vous regardez toujours votre cible, vous essayez de visualiser un peu votre balle, et en trois clés en fait. Donc la première, vous regardez votre cible. La deuxième, vous visualisez un peu votre coup, vous essayez de déterminer tout ça. Et la troisième, je vous conseille vraiment d'associer un mot, une sensation, quelque chose en fait que vous aimez dans votre jeu.
Je vais prendre un exemple personnel. Dernièrement, je me suis rendu compte que si je faisais le vide et que j'étais très calme en jouant, faisant vraiment attention à mon rythme, à un tempo calme et fluide, je ratais pas mes coups en fait. Tout simplement, ça arrive bien évidemment de rater, mais je les ratais beaucoup moins. Donc là, euh, vraiment regarder cette cible, visualiser un peu votre coup, et là vous prenez votre club, quelques coups d'essai en fait en vous répétant ce mot. Donc moi ça va être le rythme, donc rythme, rythme. Vous soufflez pendant que vous faites votre petit coup d'essai. Rien que si vous faites ces trois petites étapes, c'est même pas une routine, hein. Ça c'est quelque chose que vous aurez dans une routine, mais c'est rien que trois petits points que vous pouvez mettre en place dès demain. Vous entraînez au practice avec, vous entraînez sur le parcours avec, vous ferez déjà mieux, mais que 90% des amateurs et qu'un très petit pourcentage de professionnels également, je pense. Donc, honnêtement, ne vous en privez pas. Cette clarté mentale et cette intention avant le coup de réussir et d'amener votre balle à un endroit, ça va être vraiment déterminant. Pour la petite parenthèse, au niveau en fait de la routine, le travail du préparateur mental à cet endroit-là va être de personnaliser ces choses-là. Voilà, de trouver des mots-clés qui vous correspondent, de trouver des gestes dans la visualisation, dans vos sensations avant de tirer, qui vous correspondent également. On a tous des profils un peu différents, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà pour le travail du préparateur mental à ce niveau-là et de la personnalisation dans le sport spécifique, on va dire, côté prépa mental que vous pouvez avoir au niveau du golf. Et la troisième, donc là, c'est la concentration constante, ou presque. Alors là, on entend souvent qu'il faut être concentré pour jouer. C'est impossible de rester concentré pendant 5 heures. De toute façon, c'est pas ce qu'on vous demande. C'est impossible d'être resté concentré pendant 100% du temps au golf. En compétition, on est sur des parties de 5 heures. À l'entraînement, on est sur des parties d'un peu moins de 4 heures, voire 4 heures, voire 4h30. C'est totalement impossible. Enfin, si, c'est probablement possible si c'est poussé à l'extrême, bien évidemment, mais là, non, c'est pas l'idée en tout cas. Donc, l'idée, on le verra avec la routine tout à l'heure, c'est de créer des petites bulles de concentration. Des choses qui vous permettent en fait d'être concentré, surtout au moment où il faut, c'est-à-dire avant et pendant vos coups. Voilà. Et un peu après vos coups, bien évidemment. Mais cette bulle, je l'englobe en fait. Voilà, c'est le avant le coup, pendant le coup, après le coup. Pour moi, c'est la même bulle, c'est une routine. C'est une routine. Elle doit être cadrée par une entrée, une sortie, par ces 3 points. C'est la petite bulle de concentration que vous devez avoir. On va prendre le par 72, 72 fois dans la partie. Voilà. Sur 4 heures, ce qui demande quand même un peu d'entraînement. Et surtout lorsque vous êtes sous pression après, de garder une concentration qui vous permet d'être concentré et aligné sur ce que vous avez à faire, ça va être vachement important. Pour ça, il y a plein de petits exercices. Je vous en ai sorti un qui est très simple à mettre en place. Si vous avez de quoi noter, notez-le. Malheureusement, j'ai pas de quoi écrire. Je pense que peut-être que Paul derrière peut vous faire un résumé, idéalement sur ce petit exercice. C'est très simple. C'est 3 lignes par trou. Voilà. Vous arrivez sur votre prochaine partie. Essayez de prendre un carnet, un tout petit carnet que vous gardez dans votre poche. Ils en font en format. Ça fait la taille d'un carnet de parcours que vous mettez dans votre poche arrière. Un petit stylo avec. Ça prend 30 secondes. À la fin de chaque trou, vous allez me noter 3 choses. Vous allez me noter un truc qui a bien marché sur ce trou, un point à corriger, donc sur ce trou également pour la suite, et votre état mental. Donc votre état mental, ça peut être sur ce trou où vous étiez concentré, vous étiez tendu, vous aviez confiance, vous aviez peur, vous étiez énervé. Vous me notez de votre petit état, on va dire, mental sur ce coup-là. Ça prend 30 secondes. Euh, 2 choses avec cet exercice, c'est que vous allez déjà entraîner votre concentration, parce que ça paraît simple, mais pensez en pleine partie à sortir son carnet après chaque trou, noter ça et repartir. Ça va vous faire un effort de revenir en arrière mentalement, donc de vous concentrer sur ce que vous devez noter, donc réfléchir, rester dans le présent. Il va falloir penser à sortir son carnet. La première fois, c'est quasiment impossible qu'on se retrouve avec en fait un 18 sur 18 en remplissant ce genre de carnet-là. Donc ça va aussi, vous allez voir, vous entraîner avec le temps en fait à penser à ces choses-là. C'est bluffant, votre concentration va décoller, vous allez voir. Alors là, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'il faut faire
sur 3 trous la première partie de la semaine et vous arrêtez tout le reste de la semaine, c'est impossible. Là, vraiment, ce que peux vous donner en objectif, honnêtement, ça va pas être simple, mais il faut se forcer à le faire. Pour le coup, j'ai envie de dire se forcer parce que c'est vraiment bénéfique. Les 5 prochaines parties, essayez de le faire. Vraiment, vous verrez, ça va être pour votre concentration bluffant. Et de plus, la deuxième chose que je vous disais tout à l'heure, il y a deux choses. C'est qu'en fait, en faisant ça, vous allez vraiment rester dans le présent et analyser votre partie en fait en direct. Vous allez vous valoriser dans le sens où vous allez noter quelque chose qui a bien marché. Donc là, ça peut même être. C'est vrai que le trou était catastrophique, mais en fait, quand je suis allé putter, c'est vrai que j'y ai cru. J'ai voulu rentrer ce putt pour sauver mon trou, ce qui est quelque chose de génial. Et après plusieurs mauvais coups enchaînés qu'on néglige totalement habituellement. Donc vraiment, ça va vous permettre de garder du positif là-dessus. Un point à corriger, forcément, le point à corriger, ça va pas être réussir mon drive au prochain coup. Bien évidemment, c'est pas forcément contrôlable. Là, c'est plutôt dans le sens réussir euh, à rester rythmé lors de mon prochain drive au départ, arriver à rester dans le présent, essayer de me connecter au présent, des choses en fait que vous pouvez contrôler. Voilà. Là, à ce moment, le point à corriger à ce moment-là, la plus grosse erreur serait de dire faire un birdie au trou d'après pour rattraper ce bogey. C'est vraiment ce qu'on essaie d'éviter. C'est pas contrôlable. Il faut vraiment que vous restiez sur tout ce que vous pouvez gérer et le reste, malheureusement, réussir en drive, c'est impossible parce que le drive peut très bien prendre un caillou à un moment et finir 20 mètres à droite dans la forêt. Et ça, même si vous le touchez en pleine plaque. Donc c'est juste pas gérable en fait. Donc voilà pour ces trois petits piliers voilà, dont je voulais vous parler. C'est les trois choses qui, pour moi, que je rencontre chez mes patients et au quotidien chez les amateurs, voilà, qui demandent à être améliorés et qui peuvent être améliorés très facilement. Voilà, vous avez déjà le plus important, c'est d'en prendre conscience. Là, vous en avez pris conscience, c'est super. Maintenant, vous allez pouvoir le travailler un peu de votre côté. J'espère que vous avez pris des notes. Maintenant, j'aimerais rebondir un peu sur la routine parce que c'est juste le truc essentiel à avoir en fait. Patrice en parlait également à la dernière masterclass. La routine, c'est en fait ce qui va venir cadrer tout ça en fait. Tout ça, tout ce que je vous dis là, en fait, tous ces piliers, on va les retrouver dans votre bulle de concentration de routine. C'est en fait presque ça qui va constituer en fait le travail que vous avez à faire devant votre balle. C'est tout ce que vous pouvez contrôler finalement. Pour ça, là, il est compliqué pour moi d'établir une routine personnalisée pour tout le monde. Je ne vous connais pas. Vous êtes tous différents. Vous avez tous des besoins différents. Vous avez tous des manières de vous concentrer différentes. Une personnalité différente. Certains auront besoin d'être très agressifs, d'autres très calmes avant de jouer. Certains arrivent à visualiser une trajectoire, un point, une cible. D'autres n'y arrivent pas du tout et vont se concentrer sur leurs sensations physiques. D'autres ont besoin d'être présents et vont se concentrer sur des bruits, des environnements, vont imaginer dans leur tête le bruit du contact de la balle quand ils vont jouer. Euh, on a tous des manières de venir se concentrer pour vraiment optimiser notre coup. Donc vous avez déjà probablement entendu donc, le côté visuel, kinesthésique, auditif. Donc là, voilà, je ne vais pas pouvoir personnaliser ça ce soir. Ce que je veux vous donner en fait ce soir, c'est déjà un modèle qui marche, que vous pouvez utiliser dès demain. Intégrer déjà dedans ce dont je viens de vous parler. Si vous avez un peu de connaissance de vous-même, essayez d'introduire des choses qui marchent. Sachant qu'on a tendance à toujours vouloir mieux au golf, c'est un peu le sujet du perfectionnisme que j'abordais dans l'ebook, mais on a toujours vouloir tendance à faire mieux, donc à vouloir mieux, à remettre en cause. Alors c'est bien de remettre en cause les choses, mais au bout d'un moment, si vous vous rendez compte en visualisant un trait du sol de votre balle jusqu'à la cible, ben, vous ratez quasiment jamais vos coups. Il n'y a pas besoin d'améliorer quoi que ce soit. Si ça c'est déjà validé pour vous, vous le prenez, vous l'intégrez dans votre routine, vous le répétez et vous le répétez. Et ça va devenir un automatisme et ça va vous aider dans votre jeu. Donc si vous avez déjà des petites choses comme ça, vous allez pouvoir les intégrer. Le modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle de Lynn Marriott et Bian Nielsen,
qui est en fait pour moi un des meilleurs modèles qui existent. C'est ce qu'utilise Annika Stroenstram. Vous avez des vidéos sur YouTube où elle explique justement ce système. Je connais beaucoup d'amis à moi, joueurs pro, qui utilisent ça aussi. C'est juste infaillible en fait, hein. C'est d'une logique terrible en fait. C'est très bien. Voilà, donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Il faut imaginer déjà, on va imaginer en fait que votre balle est sur le fairway, donc par 4, vous venez de driver, vous êtes au milieu du fairway. Vous avez, on va créer une situation pour que ce soit un peu plus parlant, vous avez 130 mètres, 135 mètres, allez comme ça va faire un faire 7 moyen on va dire pour la plupart des amateurs, hommes du coup. Euh, euh, on va partir sur ça, la balle est au milieu, ce sera un premier carré. Donc là, votre balle, c'est une première zone. Cette zone, vous n'allez pas y aller tout de suite. Voilà, cette zone, c'est une zone qui est un carré dédié à l'action. Dans cette zone, vous allez arriver près, vous allez juste vous mettre à votre balle, peut-être faire un vérif d'alignement, et taper votre balle avec l'intention que vous avez déterminée avant. Dans cette zone, on y reviendra un peu plus tard, c'est votre premier carré. Vous prenez un peu de recul, dans une autre zone, juste à aller à 2 mètres de votre balle, là il y a votre sac qui est posé. Vous arrivez, vous posez votre sac à 2 mètres de votre balle, tac. Vous êtes dans ce premier carré, sans aller vers la balle en premier. Vous sortez votre télémètre, votre montre, vous prenez toutes les données nécessaires, vous regardez le live si votre balle est bien placée, vous regardez si votre balle n'est pas enfoncée, si elle est bien posée, si toutes les vérifications nécessaires, vous prenez le vent, vous prenez tout ce qui sert à déterminer votre coup, votre club et le coup à jouer. Voilà. Donc en fait, vous déterminez le coup à jouer avec le club que vous voulez jouer. Vous prenez toutes les décisions dans cet endroit-là, mais il faut vraiment s'y poser en fait. La règle, c'est que vous ne pouvez pas sortir de cet espace tant que vous n'avez pas choisi une cible très précise, que vous ne l'avez pas visualisée et que vous ne l'avez pas expérimenté par quelques coups d'essai. Voilà, coup d'essai, certaines personnes aiment, certaines d'autres aiment pas. Voilà, vous pouvez rester calme derrière la balle, regarder votre visualisation, votre trajectoire, sans faire de coup d'essai. Personnellement, c'est ce que je fais quasiment tout le temps. Vous pouvez vous faire un coup d'essai pour vous imprégner de la sensation de votre coup. Et une fois que vous avez toutes vos informations, que vous avez validé votre club et que surtout vous êtes sûr de vous, parce que là, c'est un moment où en fait votre travail va être de vous assurer que vous soyez sûr de vous, mais en prenant une bonne décision, c'est ce qui va se passer normalement. Petite astuce, vous pouvez la noter à cet endroit-là, c'est se poser la question à ce moment-là, si je devais jouer 100 fois ce coup, quelle solution me permettrait d'être le plus de fois en réussite? Voilà, donc ça peut être, je sais pas, si vous êtes en tour de club, on va prendre le 135 mètres. Est-ce que jouer un fer 6 en 3 quarts, si le drapeau est milieu fond, peut-être une balle un peu plus courte qui roule vers le drapeau, ou alors jouer un plein coup de 7 qui va être limite. Si tu jouais 100 coups de, je te tutoie, mais si tu jouais 100 coups de fer 6 tranquille et 100 coups de fer 7 à fond, combien de fois tu réussirais au mieux, en tout cas en termes de pourcentage? Ça, c'est une question qui est assez infaillible, qui vous aide vraiment à déterminer en fait votre intention. Une fois votre intention et votre décision prise, là, vous allez faire un pas pour passer du premier carré, réflexion, au second carré, action. Et là, il faut imaginer qu'en fait, une longue ligne traverse ces deux carrés. Et là, c'est la ligne de décision. Donc moi, je l'appelle comme ça. Il me semble qu'elle est également appelée comme ça par, euh, par Annika. En tout cas, une fois que vous passez avec votre pied cette ligne, vous pouvez le matérialiser. C'est ça qui cette méthode également. Si vous changez d'avis, que vous avez un doute, votre stratégie, parce que ça c'est bon juste pour rater un coup. Et si on peut éviter de perdre un coup bêtement comme ça, c'est essentiel. Voilà. Avant votre coup, pendant votre coup et à la sortie de votre coup. La sortie de votre coup, ça sera le pilier. Je crois que je l'ai mis en numéro 1. Le pilier numéro 1, recentrage après erreur. Recentrage tout simplement après un coup. Ça, c'est votre dernière étape de la routine. C'est respirer un grand coup,
et réagir de façon neutre ou positive. Ça sera votre porte de sortie. Et le fait d'avoir ces choses en 3 points, comme ça, l'entrée, l'action et la sortie, ça va grandement faciliter tout ce que je vous disais juste avant. Ça va vous permettre euh, de vous entraîner à avoir une concentration, parce que c'est loin d'être simple de faire ça chaque coup du premier coup, même après plusieurs semaines d'entraînement. Ça va vous permettre donc de déverrouiller votre concentration, de vraiment la développer. Et à partir de là, bien évidemment, le deuxième pilier, d'avoir une intention pure et, et quelque chose de OK quand vous allez à votre balle, savoir où vous allez en tout cas. Je prends comme exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu assister à une clinique de Tom Vaillant. C'est un joueur que j'apprécie énormément. Je trouve qu'il est très ferme dans ses décisions. Il a une très grande prise de décision, je trouve. Euh, Quand il va un coup, on dirait qu'à chaque fois, il veut bouffer le coup. Voilà. C'est pour l'avoir vu jouer en tournoi, pour l'avoir entendu parler, c'est quelqu'un qui justement a développé ce côté intention et direction à sa balle en fait. Et c'est presque ça qu'il faut aller. Et j'ai eu l'occasion de lui, en fait, de lui poser la question à quoi tu penses quand tu joues en fait. C'était si fluide que je devais lui demander en fait. Et il m'a tout simplement répondu qu'il ne pensait à rien et qu'il pensait seulement, en fait, il voyait une fenêtre en face de lui avec comme une délimitée en fait, une sorte de fenêtre avec presque 2 murs, un seul endroit où il pouvait mettre la balle et qu'en fait sa seule intention c'était de foutre cette balle dans cette fenêtre là-bas en fait. C'est tout. Et en fait, il pense qu'à ça. Et ça fait des années en fait qu'il doit se conditionner à ça. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, dans ce côté action, il faut vraiment se relier à ce qu'on a vu juste avant, donc votre visualisation, tout ça, où vous voulez mettre la balle. Et une fois que vous allez là, parce que là, c'est légitime et vous allez me demander, ok, mais une fois que je suis au-dessus de la balle, je pense à quoi dans cet espace action? Mais cet espace action, c'est ce déclencheur. C'est, ça commence en fait bien avant. C'est savoir où vous voulez mettre la balle. Et une fois que vous êtes à cet endroit-là, vraiment avoir cette intention de pousser la balle à cet endroit-là, si c'est la vôtre, si c'est sur votre trait, si c'est une sensation vraiment d'avoir, je sais pas, de fouetter la balle, d'entendre la balle, encore une fois, voilà, avec kinesthésie visuelle, auditif, voilà, ça dépend de vous. Ça va vraiment permettre d'avoir ce déclencheur en fait. Ce déclencheur, souvent, on a un peu de mal à l'y mettre dessus quand on est dans l'action comme ça. Donc j'aime bien poser des mots dessus. Ça peut être un mot. Certains aiment bien aussi tout ce qui est rythme. Voilà. Tic, tac. Vraiment penser à ça. Tic, tac, sa cible. Vraiment tic, tac et la cible. Voilà, ça peut être deux choses comme ça lorsque vous êtes dans l'action, mais vraiment cibler quelque chose. Je vous invite vraiment à sélectionner à cet endroit-là, ouais, un mot, voilà, pour faire cet élément déclencheur en fait de votre swing. Ça peut être vide, ça peut être le côté vide, je me vide, vraiment je souffle, il n'y a plus rien, il n'y a que moi, je joue, je suis vidé de toute pensée parasite. Vraiment le vivre, ça peut être, j'ai eu en consultation une joueuse qui était semi-pro qui elle plutôt se disait donc qui forcément voulait être en première division. Donc ce petit mot déclencheur, ça pouvait être LPGA par exemple. Donc clairement, ça lui donnait la sensation de devoir se grandir à ce moment-là. Forcément, dès qu'elle pensait à ses modèles, à ce qu'elle voulait devenir, boum, elle devenait plus grande devant cette balle et elle jouait avec, en fait, avec grâce tout simplement. Donc après ça dépend vraiment de vous. Voilà, c'est pour ça que je pourrais vous sortir sans exemple parce qu'on est tellement tous différents que c'est là que ça devient après essentiel de personnaliser les choses. En tout cas, je vous invite à adopter ce genre de modèle, le tester au practice. Ce qui est bien, c'est qu'au practice, à chaque coup, on peut le faire. On dit souvent qu'il faut prendre du temps et pas faire la mitraillette au practice, taper toutes les balles d'affilée. Ça peut être un début. Voilà, essayez de faire ça si vous avez de la technique à travailler 10-15 balles, 20 balles de votre technique sans regarder la cible, sans vous prendre la tête. Et ensuite, la fin de votre saut, vous vous dites, allez, je sélectionne une cible et j'essaie de faire ma routine à chaque coup. Voilà. Encore une fois, ça peut être que bénéfique pour vous. Bon, j'espère que allez retirer de bonnes choses en fait de ces petits conseils-là. Je pense qu'ils sont quand même assez accessibles. Malheureusement, pas assez personnalisés pour vous ce soir, mais quand même accessibles.
Donc, j'espère que vous allez les expérimenter, les travailler, les transmettre à votre tour également aux golfeurs que vous rencontrez. Voilà. Je vois Paul à la caméra. Euh, je vais lui parler tout simplement car il me reste encore quelques petites choses que j'avais prévues pour vous, des petits exercices qu'on pouvait faire ensemble. Mais je vois l'heure qui a bien tourné, Et avant? donc, je pense avoir été assez bavard. Bah écoute, merci. J'ai prévu quatre exercices, Paul. Questions. Commencer peut-être à répondre aux questions. Et peut-être qu'une des questions sera orientée sur un de ces exercices et je pourrai y répondre par un de ces exercices. Voilà. Et sinon, peut-être le faire à la fin. Yes, carrément. Écoute, très bonne solution. Je te mets une question de Régis. Alors attends, il y a le logo peut-être qui la catch. Hop. Exactement. Donc, bon, je pense que Alors, je me suis tu intéressé. donné pas mal de clés, mais si tu veux, peut-être, Excellent livre. Chaque coup doit avoir un objet. Je vous ai parlé. Donc, je vous invite bien évidemment tous à le consulter. C'est très riche en apprentissage. Donc, si je comprends bien, tu penses avoir identifié certains problèmes. Dernier exemple, top drive au départ au 1, approche avec un 52, hook et après le stress solution. Donc Régis, si je comprends bien, tu cherches quelque chose pour te pour déstresser, voilà, pour avoir peut-être un peu moins de pression suite à un mauvais coup, ou en tout cas pour anticiper les mauvais coups à venir suite à peut-être de bons coups. Euh, Là, on parle beaucoup de respiration. C'est quelque chose d'assez classique, mais je me rends compte que la plupart du temps, les personnes ne savent pas comment faire. Euh, c'est quelque chose qui est évidemment extrêmement utilisé par tous les pros, que ce soit dans le tennis. Le tennis, j'en parle, c'est assez flagrant. Le tennis, on a souvent des images des joueurs qui sont dans les vestiaires, qui sont sur les bancs, qui sont même à l'échauffement quelques jours avant. Donc c'est pour ça qu'on peut, c'est comme sur les pistes d'athlée pour en fait tout simplement les sportifs. On voit beaucoup ce genre de choses-là et on les voit souvent fermer les yeux, respirer. Forcément, je peux parler de Djokovic parce que c'est le roi de tous ces petits outils. En tout cas, ce que je peux te donner là comme conseil à ce niveau-là, que ce soit après un bon coup, après un mauvais coup, à tout moment où tu sens que le stress monte, que tu as peut-être une pensée parasite, la pensée parasite, bien évidemment, du hook ou des choses comme ça peuvent être réglées par justement votre routine et avec une bonne intention, une bonne décision. Petite parenthèse. Et pour la respiration, euh, tout simplement, en fait, y a plusieurs modèles qui existent. Là, pour être assez rapide et on va dire applicable directement, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure dans un pilier, mais c'est la respiration en triangle. Donc là, tout simplement, c'est le but, c'est vous inspirez pendant 4 secondes, vraiment assez profondément quand même. Le but, c'est de remplir entièrement vos poumons et votre ventre. Vous bloquez pendant 4 secondes, tac, 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 le triangle redescend. Et là, vous expirez en vidant vraiment tout le stress que vous avez pendant 6 secondes. Euh, Ça paraît simple, mais de toute façon, physiologiquement, il y a quelque chose qui se passe en fait dans votre corps à ce moment-là en fait. Donc, que vous le voyez ou non, ça va forcément jouer. Un cycle, deux cycles, trois cycles si c'est vraiment puissant, mais vous allez vous descendre si vous avez vraiment l'intention de, de vraiment vous apaiser en fait lors de cette respiration. Il suffit pas de, si on se met dans un coin et qu'on fait un 2 3 4 on bloque un 2 3 4 et on souffle un 2 3 4 mais qu'on continue à parler, qu'on regarde à droite, à gauche, tout ça, ça va pas fonctionner. Là, c'est un peu sur le versant sophrologie, après, si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment visualiser toute cette énergie mauvaise qui part, en fait, tout simplement, afin de vous reconcentrer, de vous remettre dans votre routine et en fait d'amener cette balle à votre cible, tout simplement. Si vous savez faire, là, discours interne, moi c'est pour ça que je me suis un peu canalisé, même si j'ai beaucoup parlé sur ce qui s'est passé juste avant, c'est que c'est un sujet tellement vaste et que tout est tellement relié qu'en fait on pourrait en parler pendant des heures. Et en fait,
rien que cette simple question peut aller vers tout le mental. Donc en fait, c'est pour ça que je vais me couper, je pense, à ce moment-là. Régis, tu as une autre question, je la prends avec plaisir. J'espère avoir répondu en tout cas. Écoute, merci pour ta réponse. Il y a Martin qui nous pose une question, je pense, qui est très intéressante pour les golfeurs amateurs. Je sais que personnellement, ça m'est pas mal arrivé aussi. Et que ça continue à m'arriver, le fait de jouer bijou quand on est avec les copains, mais que quand on est en compète, prendre des croix. Donc, voilà, quel petit tips, peut-être exercice pour encore une fois une Déjà, question. pas premier tips déjà, mais première chose déjà à se rendre compte, c'est que le niveau des parties d'entraînement est rarement le niveau qu'on va retrouver sur le parcours. Voilà, je ne connais pas le niveau là actuellement, mais quand on prend par exemple un Grand Prix et qu'on regarde les scores en Grand Prix, si on met tous ces joueurs sur une compète du dimanche, ils vont tous jouer dans le par en fait, ou sur une compète amicale. Mais en fait, on se retrouve avec des joueurs qui le vendredi vont jouer -2 et le samedi à la compète vont aller se choper un +8. Déjà, il faut savoir que cette pression, en fait, elle est, j'ai pas envie de dire normale, mais elle est récurrente, en fait. Et elle arrive très souvent. Et je dis ça parce qu'en fait, faut se rendre compte que c'est tout le monde, en fait. Et que le gars qui gagne le jour de la compétition, c'est le gars qui avait les bonnes dispositions ce jour-là, qui avait un bon swing également, qui s'est senti à l'aise, qui lui a permis de prendre confiance et de passer au-dessus de ça. Mais, la- mais on est tous sensibles à ça. J'ai pris l'exemple de Rory tout à l'heure. Rory qui est poussé à l'extrême niveau mental, physique et technique, et qui même lui subit ce genre de pression-là. Déjà, voilà, le fait de se rendre compte que ça peut arriver à tout le monde, déjà en général, ça peut aider. Voilà, c'est pour ça que je permets de vous le dire. Ça arrive à tous. Ça arrive à tous. Voilà. Moi, ce que j'ai à te conseiller à ce niveau-là, là, c'est le travail dont je parlais tout à l'heure, qui en une fois ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu vas respirer une seule fois avant ton coup que tu vas arriver à te déstresser sur ta partie. Ça demande une préparation en fait qui est là, on peut dire, de haut niveau, mais qui n'est pas inaccessible pour l'amateur moyen. C'est juste que ça demande de la régularité et c'est ça la préparation mentale, vraiment la préparation. Vraiment comme la préparation physique, c'est là qu'intervient vraiment cette préparation. Donc il y a plusieurs outils pour ça, pour éviter de stresser, pour gérer son stress. Je t'invite à télécharger des applications comme Petit Bambou qui font faire de la méditation, des programmes que tu pourras suivre tous les jours qui vont vraiment te permettre de rentrer en profondeur avec toi-même, j'ai envie de dire, d'apprendre à te connaître, d'apprendre à gérer des moments où tu vas être seul en fait de ton côté et tu vas être seul avec ta tête en fait. Et à force de pratiquer par exemple la méditation pleine conscience, tu vas arriver à retrouver sur le parcours des moments que tu passes seul, par exemple chez toi en tailleur. Tu vas arriver à les amener en fait sur le parcours. Ces petits moments-là qui vont te permettre en fait juste un petit déclic d'être dans l'instant présent, tout simplement, et de te rendre compte que de prendre du recul et d'accepter le stress que tu reçois. Tu vois, tout simplement, c'est déjà la première étape, ça va être de se rendre compte de ce stress. Donc là, tu sembles en avoir conscience par rapport à. Tu vois qu'il y a un problème, en tout cas de pression, entre tes parties d'entraînement et tes compétitions. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu l'as identifié, en général, tu commences à l'accepter. Et ensuite, tu finis par lâcher prise. Et là, tu peux lâcher prise quand tu es entraîné à ce niveau-là. Voilà. Donc, tu as des outils voilà, au quotidien à développer. Tu as la méditation, tu as la respiration. La respiration, pourquoi la respiration abdominale? Là, ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que quand on est sous pression et qu'on stresse, on a forcément des facteurs physiologiques qui viennent rentrer en compte. On a des pressions physiques, des pressions qui vont venir musculaires, donc on va avoir les muscles tendus, on va être comme des bâtons, on va avoir les mains qui tremblent, ce genre de choses. La respiration abdominale va te permettre de détendre ton corps. Respirer au bon endroit, c'est-à-dire avec son diaphragme, donc c'est le muscle principal de la respiration qui est situé en dessous de, je ne sais pas si vous voyez bien, toc, juste à ce niveau-là, en dessous de vos poumons et de votre cage thoracique. Travailler ça au quotidien va vraiment vous permettre
de déplacer votre respiration où il faut, en compétition, en partie, pour pouvoir en fait détendre votre corps au maximum. Ce qui se passe quand on stresse, c'est qu'on commence à respirer par le haut. On a des respirations de plus en plus courtes et en fait le rythme cardiaque augmente. On respire qu'avec les poumons. Le truc en plus avec ça, c'est qu'on surutilise la cage thoracique. Donc en fait, c'est ce qui peut créer des points dans le dos, des douleurs, des choses comme ça. Alors qu'en fait, il faut se calmer, prendre des respirations un peu plus profondes et se servir de son diaphragme. Diaphragme, si on s'en est jamais servi et qu'on ne sait pas comment respirer avec, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut le faire au quotidien. Donc là, en tips, dans l'immédiat, à part te parler de routine, comme je t'ai parlé juste avant, je ne... le plus important, je pense, ça va être de t'entraîner à recevoir cette pression-là. Voilà. Donc voilà pour ma réponse. Là-dessus, je me permets de rebondir en te piquant une phrase que tu m'avais dit quand on avait partagé un parcours là, elle m'est restée et je l'ai encore souvent en tête. C'est une phrase qui est peut-être très débile, mais qui tu disais en fait, il va rien se passer après ton shot, quoi. En fait, que tu le loupes ou que tu le réussisses, que tu le Mm. mettes la balle dans le trou, ça va rien changer à ta vie et au cours de l'humanité. Donc bon, Ah, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais en le, fait, heu, ça te fait relativiser. Tu te dis: «Bah, en fait, autant le jouer à fond et ne pas stresser, quoi, et profiter du coup, quoi». le jour après une victoire ou une défaite, c'est le même, hein. C'est Ouais, c'est le même et on se fait une montagne de ce sport qui est un jeu au final, et alors qu'en fait, on n'a rien à perdre à notre niveau. Euh, il y a des stats qui sont sortis chez les pros, parce que la pression en fait financière, clairement, on peut doubler votre pression parce que là, ça devient d'autres pression. Voilà. Mais nous, on n'est pas sensible et rien ne va se passer. Voilà. C'est vrai que c'est une phrase toute bête, mais qui dramatise la situation. Ouais. c'est clair. Pendant que donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions, on a encore un peu de temps. Hem, Sinon moi je vais faire, une petite, promotion update, de l'app pour ceux qui sont des fervents utilisateurs concernant, ce que tu disais, pour la prise de notes sur le carnet. Donc il y en a peut-être qui sont des adeptes des carnets par papier et pour ceux qui ont l'app, je vous rappelle qu'il est aussi possible de mettre des notes sur les trous que vous jouez. Donc c'est le troisième bouton, en bas à droite, avec donc là je vous ai mis la petite vidéo, je vais mettre pause. Vous pouvez poser vos notes sur chaque trou et donc en fait dans votre routine, je sais que moi par exemple à chaque fois au départ, je regarde la distance, enfin je note mes coups du trou que je viens de finir, puis, je regarde mes distances pour ma mise en jeu. Ben, à ce moment-là, c'est possible de remplir, vos notes, et de les retrouver à la fin, sauvegardées, même si, 2 jours plus tard, elles seront toujours là. Donc ça peut être, utile pour ceux qui sont sur l'app. Voilà, je me suis permis un petit placement, de l'app toujours T'as utile. bien raison parce que les notes marchent tout autant. D'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de le dire, mais c'est ce que j'utilise. Donc, je préfère le faire sur mon téléphone, voilà, personnellement. Mmh. Voilà. Voilà, Ça- c'est fini pour Est-ce que tu peux me remettre le diapo, Paul? oui, bien sûr. Hop, c'est super, merci beaucoup. Alors, je passe malheureusement les petits exercices qu'on n'aura pas le temps de faire. C'est juste pour vous reparler de l'e-book que je sors ce soir, donc, qui est dès à présent disponible. Il y a une petite promotion pour les personnes qui ont participé à la masterclass. Je vous laisse découvrir sur la page de présentation de quoi il s'agit. Voilà, c'est quelque chose qui fait à peu près 120 pages. Vous avez de la théorie, vous avez de la pratique, tout ce qu'il faut voilà, pour commencer à vous améliorer en tout cas et apprendre un peu de tout ce qui se passe un peu sur le parcours et du mental. Voilà. Donc vous retrouverez probablement le lien par mail un peu plus tard. Voilà, voilà. Donc, bah écoute, Paul, c'est bon pour D'accord. moi. Voilà, tu peux revenir. Super, Vous merci. avez manqué, voilà. C'est bon. Vous En allez tout cas, de recevoir rien. tout ça par mail. Ouais. Hem pour le e-book. Moi, j'avais, quelques petites questions pour toi, Hmm. rapidement. Alors, c'est plus pour reprendre des points que tu as abordés, mais que je trouvais ultra intéressants. C'était le réflexe de après chaque coup, le neutre ou positif, et Hmm. se dire, je trouvais ça hyper, intéressant et surtout très simple, très accessible. Comme tu disais, en fait, tout le monde peut le faire et peut-être que Rory, il le fait, Scotty, il le fait, mais nous, on peut le faire, ça nous coûte rien et je trouvais ça ultra intéressant.
c'est vraiment un truc actionnable. L'exemple parfait, alors il est énormément critiqué, mais Scotty Scheffler. Là, on a un exemple typique d'un joueur qui est parti de ses débuts professionnels à presque casser son putter, à avoir un changement de situation en fait, bon, un nouveau travail avec son caddie également, où en fait il se retrouve justement à incarner le neutre positif en fait. Pas trop positif parce qu'il montre pas trop d'émotions, mais ce côté en fait on le ressent quand on le voit jouer en fait. C'est ça qu'on voit jouer. C'est pas quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est quelqu'un qui se dit ok, il s'est passé ça, c'est pas grave, je vais sur le coup suivant. De toute façon, j'ai assez confiance pour me sortir de cette situation. Ouais, Donc c'est ça en fait hein, l'idée. Voilà. Mais oui, c'est accessible et ça se travaille avec le petit exercice que je vous ai donné. Par contre, ça vient pas naturellement. Faut le cadrer, ouais, faut en avoir conscience en fait. C'est ça le truc. Et j'insiste encore une fois sur ce côté-là, sur ce côté de une fois ça suffira pas en fait. Une fois ça suffira pas. Il faut le travailler comme quand on n'a pas envie d'aller à la salle, comme des fois dans votre vie, dans votre travail, il y a des choses que j'imagine que vous n'avez pas envie de faire. Il faut les faire. ouais. Sans s'en dégoûter, bien évidemment. Mais vous verrez que le plaisir viendra parce que le jeu sera meilleur de toute façon. Donc voilà. C'est clair. Et dernier point, je profite de t'avoir, si tu peux juste assez rapidement, mais me réexpliquer le concept du déclencheur, juste pour être sûr que j'ai bien compris. Une fois que tu es devant la balle, tu nous as parlé d'un tic-tac ou Ouais. d'une sensation. Si tu peux me refaire Alors ça part de un votre petit brief. premier espace, de l'espace réflexion. Ça va partir de ce que vous allez décider dans cet espace-là, par rapport à votre préférence. Voilà. Au moment où, je vais vous prendre un exemple, le joueur est dans l'espace réflexion. Lui, sa visualisation, c'est de visualiser une grosse ligne au sol, de sa balle jusqu'à la cible. Il est dans l'espace Ok, réflexion. Donc là, il a déterminé que pour 135 mètres, il lui fallait un faire 7. Balle classique. Pas besoin de forcer, pas besoin de ralentir. Euh, il voit dans son espace réflexion son tac, son petit point, machin, sa ligne et tout. Et lui, son truc, ça va être de se concentrer euh, sur son rythme. Donc s'il se concentrait sur son rythme, qui est quelque chose de plutôt kinesthésique, donc sentir son corps, ses mains se déverrouiller, être tendu avant de jouer, lui, il va peut-être avoir un petit tips qui va être relié à son rythme. Donc peut-être un ok. tic-tac. Tic, je monte, tac, je descends. Donc dès à présent, dès cet espace réflexion, il peut commencer à faire ses coups d'essai en faisant tic, tac, tic, tac, et en regardant sa ligne vers la balle en fait. Voilà. Ok. Donc là, déjà, il commence à se connecter à son coup, il l'a déjà produit, il l'a déjà vu. Et ensuite, il avance, il va à sa balle. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir en tête ce qu'on vient de voir juste avant. Et ce qu'on vient de voir juste avant, normalement, c'est censé être quelque chose qui vous correspond. Et là, j'insiste sur ce point-là, parce que si le joueur, pour lui, ça lui correspond vraiment de voir une ligne et de faire son tic-tac avec son rythme, il va penser qu'à ça au-dessus de sa balle, parce que ça marche pour lui. Ok. Si, si vous faites ça, c'est un exemple, hein, mais si vous faites ça et que ça vous correspond pas forcément, euh, ça va pas être le top. Alors je dis pas que vous aurez jamais de pensée parasite, tout ça devant la balle, tout ça, hein, ça va arriver. Autant se reprendre et revenir. Mais en tout cas, pour ce côté-là, voilà, c'est ça. Et en fait, d'où le tic-tac, du coup, quand on va tirer, c'est qu'en Ok. fait, quand on va tirer, pour éviter les pensées parasites négatives et tout, on va vraiment se connecter à ce qui vient de se passer avant et à notre intention du coup, en fait, tout simplement. Donc si votre intention, c'est de rester rythmé, d'avoir un rythme tic-tac, et de mettre la balle et de pousser la balle sur la ligne, vous devez vous concentrer là-dessus. Ok. Très. Et ça s'entraîne au practice, ça s'entraîne sur... Je t'ai perdu et je crois que je t'ai retrouvé. Oui. Ah oui, ça y est, moi aussi. Ouais, désolé, j'ai eu un petit mouvement de lag. Désolé. Pas de souci, pas de souci. Mais du coup, je pense que j'ai tout entendu. Et oui, en fait, c'est ça qui me manquait, c'était le lien entre pendant ta routine et pendant ton coup, faire un C'est lien avec ce relié, que ouais. tu viens de vivre, C'est entre relié. guillemets, top. Et bah écoute, merci. Si vous avez encore quelques questions, enfin une ou deux questions, c'est maintenant qu'il faut les poser. Ou sinon, après, ils pourront te contacter sur tes réseaux sociaux, j'imagine. Je vais vous remettre les,
je vais vous mettre, comment dire? Paf, les réseaux de Guillaume. Paf, donc The Under Parway. Je vous ai mis aussi le lien de son site internet si vous voulez aller, en savoir plus, sur, ses offres et trouver ses contacts. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a perdu la connexion de Guillaume. En tout cas, merci beaucoup à tous, d'avoir été présents ce soir. C'était trop cool. J'espère que vous avez appris, plein de choses et que ça vous a donné envie de mettre en pratique sur le parcours pour progresser. Le mental, c'est quelque chose d'ultra important, on l'a vu. Bon, je me permets de le souligner, mais c'est quand même assez Paul, impressionnant. je me Ouais, permets de te couper. ouais. Tu viens de revenir, ça a freeze pendant 1 minute. Ah, OK. Alors, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais moi, je ne Alors t'ai pas entendu parler du tout. Voilà. alors je sais pas qui a freeze parce que moi aussi je t'ai perdu pendant une Et minute. ben voilà. Et ben écoute, Parce que l'essentiel, c'est que ton écran est enregistré. c'est ça. Bon, c'est vous qui savez derrière les caméras. Désolé pour ce petit, pépin technique de fin de tournage. Ce que j'étais en train de dire en tout cas, c'est que c'était super cool. Merci beaucoup Guillaume, pour, tout le partage. Ce que je disais que c'était assez impressionnant parce que toi, tu allais pas le dire, mais ta progression qui était quand même assez fulgurante que moi, en fait, rien que ça me prouve que la préparation mentale, il faut que je m'y penche, même s'il y a sûrement pas que ça qui a joué, aussi beaucoup d'heures d'entraînement. Mais ça fonctionne et il faut s'y mettre, quoi. Donc on va tous s'y mettre, on va progresser et on va prendre plus de plaisir, surtout la préparation mentale. Je pense ton jeu, il peut rester le même, ton niveau de jeu, mais Mm. ton plaisir augmenter. En tant qu'amateur, c'est le plus important, je pense. Donc De toute façon, plaisir augmenté, résultat augmenté, hein. Là, le score, ouais, c'est sûr. c'est clair. Sûr et Bon, certain, de toute façon. merci beaucoup. Il y a Muriel qui vient de nous demander, comment se débarrasser des pensées parasites qui a soumis une question, qui a une réponse, pardon, je vais y arriver, qui est la respiration. Tu nous as parlé peut-être du petit triangle tout à l'heure. Pensée parasite, oui, on a ce côté ouais, ce côté respiration, mais plutôt détente et plutôt même, j'ai envie de dire, ce côté méditation pour pouvoir mieux les appréhender, en fait, mieux les recevoir. En fait, c'est un peu le principe de la méditation, de quand on est entraîné là-dessus, c'est d'en fait, d'accueillir les pensées, de les laisser passer, de les laisser sortir, en fait. Et s'entraîner, en fait, à ce niveau-là en dehors, ça va vraiment permettre de tout simplement voir arriver les pensées. On en aura toujours, je pense, et tout le monde a des pensées négatives, des ruminations, ça arrive. Voilà, être entraîné Oh, à les recevoir, c'est déjà une première étape. Donc j'invite vraiment à télécharger encore une fois des petites applications comme ça ou de vous renseigner à ce niveau-là. Et ensuite, dans l'instant T, je reviens une fois de plus sur la routine parce que c'est un peu le principe que je voulais vous inculquer aussi ce soir, de vraiment vous savez, en fait, les pensées parasites, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être votre confiance en vous, ça peut être plus profond, ça peut être inconscient en fait. Donc là, à ce niveau-là, ça va être un travail qui va être orienté sur tout ce qui est votre confiance, tout ça. Encore une fois, ça peut pas être fait juste malheureusement de tips. Ou alors après, voilà, ça va être une pensée parasite qui vient parce que vous n'êtes pas sûr de votre coup. Et ça, après, c'est de l'instant T. Et ça, ben, ça va se régler par vraiment une décision claire. Si on le sait des fois, on le sait qu'on va vers notre coup, on va vers notre balle, et en fait, on sait que c'est pas ça qu'il faut jouer, que c'est pas le coup, on le sent pas. Mais en fait, c'est juste que le cerveau, il est pas ok. Elle est super cette question parce que je vais rebondir sur un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, la préparation mentale, c'est pas être dur, être fort mentalement en fait. Bien évidemment que c'est être fort mentalement dans une bonne mesure, mais c'est pas on a le mental ou on l'a pas en fait. Ça n'existe pas. C'était dans les années, voilà. Là, voilà, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est génial. Euh, sur voilà. les pensées Non, parasites, ça se les travaille. pensées parasites. Donc, voilà, le truc que je voulais vous dire qui est vraiment important, c'est qu'en fait, il faut que vous soyez votre meilleur ami sur le parcours. En fait, il faut que vous agissiez comme si vous étiez votre meilleur ami. Vous insulterez pas la personne qui est à côté de vous, qui vient de rater vos coups. Ben là, c'est pareil en fait. La préparation mentale, c'est le mental quand vous allez sur le parcours, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le truc numéro un, même si je vous ai déjà donné le truc numéro un tout à l'heure.
c'est le nouveau truc numéro un, voilà. Il va falloir être votre meilleur ami, en fait. Donc OK. ça, voilà. Et là, pour les pensées parasites, c'est pareil. Quand vous êtes là à recevoir quelque chose de pas bon, faut se reprendre, faut prendre du recul, faut se dire, ok, faut se rassurer en fait, faut se rassurer. Combien de fois j'ai quasi des joueurs où en fait ils étaient là, non, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Ils étaient dans la force, mais en fait ils avaient juste peur et on avait juste besoin qu'on leur dise, ouh, ouh, tout va bien en fait, tout va bien, t'es tranquille, c'est qu'un jeu, détends-toi en fait, y a pas de souci. Et c'est avec ces mots-là que que vous allez arriver à chasser ces petites pensées, ces petites choses-là. C'est pas naturel de se rassurer, mais des fois en fait on est juste énervé, on a peur et les pensées parasites, ben en fait voilà, on reste humain, donc on n'est pas des robots. Donc voilà pour mes petits conseils au niveau des pensées parasites. Top. Bah, écoute, Mm. merci Muriel pour ta question. Ça nous a permis de finir sur, une très bonne note. Écoute, on est pile on time, 21:00, réglé comme des horloges. Ça va être l'heure d'aller profiter d'un bon repas après cette masterclass, qui était déjà très enrichissante. Je te remercie encore une fois Guillaume pour tout ce que tu as partagé. Merci à vous d'être restés, jusqu'ici. N'hésitez pas à aller, soutenir Guillaume, sur ses réseaux, partager avec lui, ce que vous avez pensé de la masterclass. Si vous avez d'autres questions, c'est fait pour. Et puis on se retrouve, pour la prochaine masterclass qui devrait, alors je m'avance un peu, mais normalement parler de nutrition, qui est aussi quelque chose, qui peut impacter, pas mal la performance, surtout qu'on a beaucoup de gaps, qu'on peut franchir, assez facilement pour les amateurs, vu qu'on part d'assez loin généralement. Un peu comme la préparation mentale, je pense, donc il y a plein de choses Mm. à apprendre. Exactement. L'amateur est celui qui a le plus à apprendre finalement. C'est ça. Mm. Bon, merci beaucoup, bonne soirée. Merci à tous. Ciao. Bonne soirée.